Hello YouTube, ici Auricalcos sur la chaîne Utopia Rainbow et on va commencer cette vidéo par une petite devinette. Si je vous dis Izanagi et Tsukuyomi, vous me répondez... Ouais, pas faux. Essayons autre chose. Si je vous dis Magetama, vous me répondez... Ouais. Faites exprès alors. Oh bah pas le choix, hein. Si je vous dis Yatagarasu, ah ouais. Doutais un peu, mais bon, j'avais pas le choix. Mais je pense que vous avez compris. Eh oui. Aujourd'hui, à travers les cartes Yu-Gi-Oh, je vais vous parler des spirites. C'est dans l'anime et plus précisément dans la 3e saison de la première série qu'on découvre pour la première fois les monstres esprits. Ces monstres ont été utilisés par Noah Kaiba lors de sa confrontation contre Yukimoto, ce dernier devant placer Seto au milieu de ce duel en question. Et donc, quoi de mieux que Noah lui-même pour nous expliquer l'origine de ces créatures? Quand Maximilien Pegasus était en train d'élaborer le duel de monstres, ses recherches le conduisirent en Orient où il apprit l'existence des légendaires monstres esprits, des êtres ayant des pouvoirs surnaturels. Il décida donc de créer une série de cartes basées sur ces créatures, leur donnant le pouvoir de retourner dans la main de leur propriétaire à la fin de chaque tour. Donc les premiers monstres esprits, qui seront appelés spirites sur la partie surtype de tous nos cartes monstres, sont issus de la mythologie japonaise et plus précisément du livre intitulé Shintoshu. Avec le temps, d'autres monstres vont venir agrandir cette catégorie dont la particularité principale sera de retourner dans la main de leur propriétaire durant la phase de leur tour de leur apparition. Cependant, pour certaines de ces créatures, bien qu'ils proviennent eux aussi de la mythologie japonaise, ils ne seront pas issus du livre sacré précédemment cité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez reconnaître un monstre spirit parce qu'il y a marqué spirit dans la partie type de tous les monstres. D'ailleurs, je vais rajouter une parenthèse en vous disant que les spirits sont le 3e surtype qui sont sortis depuis la création du jeu, après les monstres Toon et les monstres Flip. Mais il existe une autre façon de pouvoir reconnaître du premier coup d'œil un spirit juste en regardant leur artwork. Sachant qu'au moment où je poste cette vidéo, on peut classer ces monstres spirits en 3 catégories. Vous avez d'abord les monstres à effet dont leur décor au fond représente une sorte d'iris bleu-violet faisant penser à un œil. Ensuite, vous avez les monstres rituels qui ont à peu près le même genre d'iris, mais cette fois elle est de couleur jaune. A noter que la carte que je vous ai montrée un instant fait partie d'un archétype qui lui est propre, qui s'appelle les Shinobers. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire assez de recherches pour pouvoir trouver l'origine de cet archétype. Cependant, quand on sait que l'antagoniste principal de Kung Fu Panda 2 est un ancien héritier issu d'une famille royale dont l'animal représente un pan, on peut supposer que dans l'histoire du Japon ou de la Chine ou d'un autre pays issu de l'Orient, il existerait une famille royale dont l'emblème principal représenterait un ou plusieurs oiseaux. Et enfin, vous avez les monstres pendules qui, eux, ne respectent absolument plus la logique en enlevant carrément l'iris, mais à la place, on les reconnaît avec une sorte d'aura verte qui sont autour d'eux. Ces monstres pendules ont 2 autres caractéristiques qui leur sont propres. Le premier, c'est que comme ce sont des monstres pendules, lorsqu'on les active dans les zones pendules, ils sont considérés comme des cartes magiques et non plus comme des monstres spirites. Ainsi, ils ne retournent pas dans la main durant la phase du tour où on les a activés. Le deuxième, c'est que ces monstres sont issus en fait des esprits de différents arts martiaux dont l'origine se situait dans l'Orient. Pour ce qui est des cartes magiques issues de l'archétype, elles représentent généralement des objets, soit pour entrer en contact avec ces spirites, soit des objets qui ont appartenu à ces spirites en eux-mêmes. Les magies les plus représentatives de l'archétype sont en fait les 3 grands trésors issus de la mythologie japonaise, tels que l'épée de Kusanagi, le miroir de Yata, et enfin le Magatama. Notez pour cette dernière qu'il s'agit en fait d'une carte piège, parce que en fait, pour ce qui est du Magatama, elle n'est pas issue de l'archétype spirit, mais plutôt d'un autre archétype qui sont les 6 samouraïs. Pour finir, vous avez les cartes pièges. Alors les cartes pièges, c'est un peu délicat à expliquer parce que soit ils représentent la grandeur de la puissance des spirites dans l'anime, soit ils représentent en fait une scène du livre Shintoshu. Un des meilleurs exemples que je pourrais vous montrer à ce sujet, c'est la carte Dernier Tour. Alors c'est assez rigolo parce que Dernier Tour, c'est une carte qui ne remet pas vraiment en avant les cartes spirites dans le jeu, mais on voit clairement une des scènes du livre, puisqu'il s'agit en fait de Susanoo en train de démonter le dragon Yamata. Donc voilà en ce qui concerne les spirites de manière générale. Désolé si je ne me suis pas trop attardé à ce sujet, puisque c'est quand même un sujet extrêmement vaste, il y aurait beaucoup à dire. Mais pour vous en résumer 2-3, non vous ne rêvez pas, ce lapin est le dieu de la guérison et de la médecine, car il aurait un jour survécu et guéri miraculeusement d'une violente attaque de crocodiles juste après les avoir trollés en sautant sur leur dos.
Non, Gundari ne fait pas partie de la religion Shinto mais plutôt de la religion bouddhisme, mais il existe au Japon une religion qui s'appelle le Shinto-bouddhisme et qui mélange ces deux religions. Si j'étais vous, j'éviterais de me moquer de son long nez, car sa présence démoniaque est annonciateur de grandes catastrophes. Eh, de quoi vous faites allusion là? Maintenant, pourquoi dans le jeu, les monstres spirites ont cet étrange effet de devoir retourner dans la main de son propriétaire à la phase du tour de leur apparition? Là-dessus, à part Noah qui l'a bien expliqué durant l'anime, on n'a pas de réelle explication à ce sujet. Cependant, j'ai une théorie que je voudrais partager avec vous. La théorie est la suivante. Comme les premiers monstres spirites sont issus du livre appelé Shintoshu, qui est la mythologie japonaise, en tant que joueur, lorsque vous les invoquez en fait, c'est comme si vous étiez en train d'énoncer des chapitres de ce livre. De ce fait, durant la phase, c'est comme si vous donniez la parole à l'adversaire, ce qui fait que vous ne racontez plus votre histoire. Du coup, les spirites n'ont plus lieu d'être sur le terrain. De ce fait, si vous imaginez que chaque tour représente le temps de parole de chaque joueur, vous devez attendre que votre adversaire vous redonne la parole pour que vous puissiez recompter ces fameux chapitres, et donc réinvoquer vos monstres esprits. Bon, évidemment, j'allais pas finir cette vidéo sans parler d'une carte en particulier. Ouais. Parce que cette carte a une histoire. Mais cette fois dans le jeu. Il faut se rappeler que lorsque le jeu est sorti au tout début, lorsqu'on a eu pour nous Légende du Dragon Ball aux yeux bleus et les deux decks de structure Kaiba et Yugi, la banlist n'existait pas encore. Ce n'est qu'à partir de mai 2002 que la première banlist, le format TCG, est enfin sortie chez nous. Cependant, on ne peut pas vraiment considérer que ça soit une banlist qui banne des cartes, puisque Konami a certes jugé que certaines cartes étaient trop puissantes pour être jouées x3, cependant on est sur des cartes qui ne sont que limitées à une ou à deux. Il n'y a pas encore de cartes interdites parce que Konami, malgré le fait qu'il juge que les cartes sont trop puissantes, ça serait un peu dégueulasse que certaines cartes ne puissent pas être jouées alors qu'on les a achetées. Au fur et à mesure que les extensions vont sortir, de nouvelles cartes vont être incluses dans cette banlist, sans pour autant interdire quoi que ce soit. Legacy of Darkness, dans lequel se trouvent nos fameux spirits et notre fameux MVP Yatagarasu, sortira le 6 juin 2003, et à ce moment-là, il n'y avait toujours pas de banlist de cartes interdites. Il faudra attendre la banlist de août 2004 pour que Konami se dise enfin que des cartes, même limitées à une, sont jugées tellement puissantes ou sont tellement utilisées dans trop de decks qu'il faut interdire leur utilisation, laissant ainsi Yatagarasu être possiblement joué pendant plus d'un an. Parmi les cartes interdites de cette banlist, on retrouve le Dragon Empereur du Chaos, émissaire de l'achèvement, Sangan, Sorcière de la Forêt Noire, Yatagarasu, Charité Gracieuse, Duo de Délinquants, le Plumeau de Demarpi, L'Union fait la force, Monster Reborn, Raigeki, Trou Noir, Force de Miroir et Ordre Impérial. Bien évidemment, cette liste va aussi évoluer avec le temps et je vais jouer là-dessus pour vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Pour commencer, 9 de ces cartes qui étaient bannies à l'époque peuvent être à nouveau jouables à la période où je tourne cette vidéo, soit la période d'avril 2019. Alors il y a plusieurs explications du fait que ces cartes sont à nouveau jouables aujourd'hui. Soit parce qu'ils ont reçu un errata, ça veut dire qu'on a modifié légèrement le texte pour que ces cartes puissent être nerfées, ça veut dire qu'elles sont moins puissantes et donc jouables. Soit parce que le Yu-Gi-Oh est un jeu qui a tellement évolué, dont les règles ont tellement changé que ces cartes sont devenues totalement useless dans le format actuel. Quant à Charité Gracieuse et Duo de Délinquants, elles ont pu être à nouveau jouables pendant une certaine période, par exemple entre avril 2005 et octobre 2005. Donc au final, Plumeau de Damarpi et Yatagarasu sont les deux seules et uniques cartes au format TCG à ne jamais pouvoir être réutilisées depuis que la banlist interdise certaines cartes. Pour les départager, il suffit de regarder le format OCG, et là on constate qu'au moment où je poste cette vidéo, Plumeau de Damarpi est limité à une, alors que Yatagarasu, dans ce même format, n'a jamais pu être rejoué lui aussi depuis que le format OCG bannit les cartes de manière définitive. Et oui, de ce fait, Yatagarasu, format OCG et TCG réunis, détient le record du plus long séjour de bannissement sans jamais possibilité d'être rejoué de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh!, faisant de lui la carte considérée la plus puissante du jeu jamais créée. Pourtant, Konami a essayé de pouvoir faire revenir Yatagarasu au moins un 1 en créant la carte Cadavre de Yatagarasu. La strat était la suivante. Votre adversaire invoque Yatagarasu et vous empêche de piocher durant votre draft phase. Qu'à cela ne tienne, vous activez Cadavre de Yatagarasu alors qu'il est encore présent sur le terrain et vous ne piochez pas 1, mais 2 cartes pour la peine. Quelle fausse bonne idée. Et oui, déjà, se forcer d'avoir 3 Cadavres de Yatagarasu dans son main deck et non même pas dans son side deck, pour essayer de contrer Yatagarasu qui serait limité à 1, c'est pas très fort en termes de rentabilité. En plus, même si la strat fonctionnerait, si les 2 cartes que vous piochez ne permettent pas de contrer le Yatagarasu au prochain tour, vous vous retrouvez dans la même situation.
Toutefois, même si la strat du Yatagarasu est râpée et que du coup Yatagarasu est toujours banni, cette carte n'est plus vraiment considérée comme une carte de merde puisque vous pouvez faire en combo avec Ebo, dont le principe est de transformer un monstre adverse en spirit et donc de jouer en combo là-dessus pour piocher 2 cartes. Vous savez quel est le comble de cette histoire? Le comble. Et ben à l'origine, Yatagarasu, c'est un corbeau à 3 pattes qui a permis à l'empereur du Japon de s'installer sur les terres saintes du Japon. C'est la carte la plus puissante du jeu et ce n'est qu'un putain de guide. C'est ce que je termine cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez en rajouter un petit peu plus sur votre connaissance sur les spirits. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire de potentiels autres archétypes, d'autres lores que je pourrais raconter dans une prochaine émission. Vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu 2 autres petits à travers les cartes Yu-Gi-Oh qui auront lieu peut-être un peu plus rapidement que celle-ci, encore désolé mais vous avez vu que c'est vraiment un sujet extrêmement vaste. J'essaierai de faire mon possible pour aller plus vite la prochaine fois. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, sur ce je vous dis tchuss les gens.